à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Aujourd'hui, à la place de l'habituelle revue Asie-Pacifique, nous avons la chance d'accueillir au micro de RTI Bai Yuxian, doctorant en psychologie à l'Université catholique de Fuzhou dans le Nouveau-Taipei, qui est venu raconter son parcours d'élève non-voyant dans le système scolaire taïwanais, de l'apprentissage du braille dès la maternelle jusqu'au doctorat. Bai Yuxian est aussi venu partager son vécu en tant qu'élève non-voyant dans une école ordinaire et raconter comment l'avancée rapide des technologies pendant ses premières années de scolarisation à l'école publique a facilité son apprentissage. Il discute également du système scolaire taïwanais et des progrès à faire pour faciliter la scolarisation et l'intégration, aussi bien scolaire que sociale, des personnes en situation de handicap. Mais pour mieux comprendre son parcours, il faut d'abord faire un saut dans le temps. Pour la maternelle, je suis allé dans une école spécialisée pour personnes aveugles où j'ai appris le braille. Et après, pour le primaire, je suis allé dans une école standard car ma mère disait souvent que ce genre d'école spécialisée pourrait seulement m'amener jusqu'au lycée et qu'au final, il me faudrait vivre dans la société et que le plus tôt serait le mieux, afin que je me socialise avec les autres et que je ne m'enferme pas dans une bulle. Donc, je suis allé dans une école primaire tout en continuant d'utiliser le braille. Je suis très reconnaissant envers mes parents, puisqu'au début de l'école primaire, ils étaient en classe avec moi pour m'aider avec la machine, une machine qui pouvait traduire en braille les documents et les feuilles d'examen. Le prof donnait les documents à mes parents, qui le faisaient traduire en braille avec la machine et qui me le donnaient ensuite. Mais mes parents respectaient la consigne et ne me donnaient pas le sujet des contrôles en avance. Bai Yuxian a expliqué que le début de sa scolarisation a coïncidé avec l'arrivée de l'ordinateur, une innovation dont ses parents ont très tôt fait l'acquisition et su mettre à profit pour aider leur fils à l'école. Plus tard, en deuxième et en troisième année de primaire, l'ordinateur a fait son apparition et j'ai commencé progressivement à l'utiliser. Et je me servais de la machine à traduire en braille. Au début, c'était très volumineux, mais je l'emmenais quand même à l'école. Maintenant, c'est beaucoup plus petit et on peut même la connecter via Bluetooth. Au début, quand je tapais le braille, je faisais beaucoup de fautes. C'est souvent les mauvais caractères chinois qui sortaient, car un même phonème en chinois peut s'écrire de nombreuses façons. Mais avec l'amélioration des technologies, l'ordinateur a fait de moins en moins de fautes et a commencé à me proposer un mot complet pour être sûr que je sélectionne le bon caractère. Par exemple, pour taper « tien », le caractère qui compose le mot « ciel », il va me proposer « tiankong », le mot complet pour le ciel. Et il me suffit de sélectionner cette option. Mais ça n'écrit que « tien ». Mais en braille, nous n'avons que l'alphabet. Et en chinois, on utilise le système phonétique Bopomofo, déjà très pratique. Bref, si les technologies avaient été aussi avancées quand j'étais petit, ça n'aurait pas été aussi difficile pour moi. Il a aussi expliqué que la forte implication de ses parents, et en particulier de sa mère, dans son éducation, l'a beaucoup aidé, en particulier pendant les 2 premières années de primaire, mais que cette aide précieuse s'est aussi transformée en obstacle dans sa relation avec ses camarades de classe. Au début, les 2 premières années, l'école imposait que ma mère soit là, à côté. Mais nous trouvions tous que ce n'était pas une bonne chose, car il y avait comme un fossé dans mes interactions avec mes camarades. Ils jouaient avec ma mère et pas avec moi, car ils ne savaient pas comment interagir avec une personne aveugle. La 3e et la 4e année, l'instituteur a dit que ce n'était plus nécessaire, qu'il fallait que j'interagisse plus avec les autres élèves. Il a parlé à l'école et ils ont accepté. Je suis très reconnaissant envers cet enseignant, car il m'a permis d'avoir une vie beaucoup plus libre. J'étais très heureux que ma mère ne soit plus là dans la classe, et après, il a été très facile de me faire des amis. J'expliquais de moi-même aux autres enfants comment interagir avec moi. Par exemple, je leur disais comment me guider de la meilleure façon pour aller quelque part. J'étais proactif car j'avais vu ma mère l'expliquer aux autres. C'était très naturel. Bai Yuxian explique également que face aux autres élèves, qui étaient, et c'est bien normal à cet âge-là, encore très immatures, il a dû apprendre à bien communiquer pour faciliter ses échanges avec ses camarades. Cet apprentissage, qui vaut en réalité pour tout un chacun, voyant comme non-voyant, lui sert encore dans sa vie de tous les jours.
Avec les autres élèves, avec mes amis, je prends toujours l'initiative de les prévenir de ce que je peux et de ce que je ne peux pas faire. À l'université, par exemple, on doit souvent faire des exposés ou des devoirs en groupe. Si c'est quelque chose à rédiger, je peux m'occuper de tout ce qui est texte, mais pas des images, par exemple. Même si j'ai quand même besoin que quelqu'un vérifie que tout va bien. C'est mon oncle qui m'a appris à être proactif dans mes interactions avec les autres. Il faut expliquer aux autres ses forces et ses faiblesses et ne pas attendre dans un coin qu'on vienne nous demander si on a besoin d'aide et répondre Nous devons être beaucoup plus proactifs que les autres personnes. Ok. Mais malgré ses qualités de communication, le collège a été une période particulièrement difficile pour lui. Mes parents ne s'inquiétaient pas de savoir si les cours seraient trop durs pour moi, mais plutôt de savoir si je travaillais sérieusement à l'école et si j'avais des bonnes relations avec mes camarades. Quand j'étais au collège, je ne savais pas trop comment me comporter avec les autres. J'avais l'expérience de l'école primaire, mais on sait tous que les enfants, une fois au collège, ont tendance à être plus rebelles. Si on leur dit « fais attention à lui, il faut l'aider », certains vont répondre « et pourquoi devrais-je l'aider ? Je ne le connais pas ». Et parfois, il y avait certains conflits. Les profs ou mes parents m'aidaient à m'expliquer quel type de comportement ou de manière de parler j'avais pu avoir et qui n'était pas accepté en société. On m'a expliqué qu'il ne fallait pas que je me sente forcément maltraité, mais que parfois, c'était ma manière de m'exprimer qui n'allait pas. Je n'ai pas vraiment connu de harcèlement scolaire, mais plutôt des moqueries. À l'époque, je partageais tout avec mes parents en rentrant de l'école. Et parfois, ils m'expliquaient que j'avais fait quelque chose de bizarre, que les autres personnes ne font pas ça. C'est pourquoi je suis très reconnaissant envers mes parents, car ils m'ont appris les règles sociales, les limites de la société, ce qui fait que ma socialisation a été relativement rapide. J'ai à l'origine interviewé Bai Yuxian sur la politique d'éducation inclusive menée à Taïwan et sur son expérience du système d'auxiliaire de vie scolaire qui permet d'apporter une aide aux élèves en situation de handicap afin de faciliter leur scolarisation. Nous reparlerons d'ailleurs bientôt de ce sujet avec Bai Yuxian et d'autres intervenants le mois prochain. Mais Bai Yuxian a rappelé qu'en dehors de l'accessibilité et de l'aide pour suivre les cours, il y a un autre domaine plus intangible qui est tout aussi important pour l'inclusion des personnes handicapées et pourtant souvent négligé. Pour ce qui est de l'éducation inclusive, M. Liu parle davantage de l'amélioration de l'environnement, et c'est en effet très important. Mais comme j'étudie la psychologie, je me rends compte que beaucoup de gens ont peur de nous, ou bien sont curieux mais n'osent pas le dire. Il y a une sorte de fossé entre nous, qui est difficile à vivre pour nous comme pour eux. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude de prendre l'initiative d'expliquer aux autres ce que je peux et ce que je ne peux pas faire. Comment on peut m'aider pour que ce soit mieux pour moi comme pour les autres. Je souhaite que nous parvenions ainsi à une égalité intérieure. Pour cela, les élèves en situation de handicap doivent regarder en face leur situation. Et les professeurs doivent aussi jouer un rôle important et aider les élèves à comprendre la situation des personnes handicapées et ne pas en faire des sujets de pitié. Il faut de l'empathie et non pas de la pitié. J'ai un exemple personnel. Au collège, on s'est déjà moqué de moi méchamment. Et le professeur a dit « Si vous faites encore ça, vous serez puni. Vous aurez un avertissement. » Au bout de 3 avertissements, on est renvoyé. Ça a marché, mais le problème, c'est qu'après ça, personne n'a plus osé interagir avec moi et je n'ai plus eu de copains. Pour le prof, c'est une solution de facilité pour me protéger et mettre fin aux moqueries une bonne fois pour toutes. Mais j'aurais préféré que le prof explique aux autres élèves comment se comporter avec moi, car ce genre de méthode ne permet pas aux autres d'apprendre comment interagir avec une personne non-voyante. Et cela ne m'a pas aidé à améliorer mes relations avec les autres. Il aurait mieux valu dire « Vous pouvez jouer avec lui, mais de telle ou telle manière. Si vous avez des questions, vous pouvez les lui poser. » Il ne s'agit pas de dire « Vous êtes obligé d'être gentil avec lui, vous ne pouvez pas vous moquer de lui, sinon vous serez puni. » Je trouve que c'est justement une forme de discrimination. C'est d'ailleurs une des conclusions de ma thèse. Bai Yuxian appelle donc à une réflexion sur la manière d'interagir avec les personnes handicapées afin que ces élèves puissent être traités comme les autres et qu'il y ait une sensibilisation des autres élèves sur la différence de leurs camarades.
Aujourd'hui, Bai Yuxiang s'apprête à soutenir sa thèse qui propose une réflexion sur les relations entre les personnes en situation de handicap et les personnes dites valides. Je réfléchis aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans leurs relations, que ce soit dans le couple, dans le mariage ou au sein de la famille. C'est une recherche narrative, donc je commence par raconter mon histoire personnelle, mon vécu, car j'étais dans une situation amoureuse avec une personne valide. Je parle des différents problèmes survenus dans la relation en raison du handicap. J'ai conduit des interviews avec des personnes qui ont une expérience similaire à la mienne ou avec des personnes mariées avec des personnes valides. Je les interroge sur la manière dont ils ont fait face à ces problèmes, comment ils les ont résolus. On parle souvent de l'accessibilité pour les personnes handicapées, et c'est en effet très important. Mais on parle très peu des problèmes relationnels entre personnes handicapées et personnes valides à Taïwan. Beaucoup de personnes considèrent que les personnes handicapées n'ont pas le droit à l'amour. Mais je vois en lisant des sources de pays occidentaux que c'est un sujet qui est beaucoup discuté. Il faut que la société taïwanaise change, car tout le monde est égal face à l'amour. Et les personnes handicapées ont aussi le droit d'aimer. On souhaite donc une bonne soutenance de thèse en juillet pour Bai Yuxiang, que vous pourrez bientôt retrouver dans un décryptage qui sera diffusé dans le courant du mois prochain. Merci à tous et à bientôt sur l'antenne française de Radio Taïwan International.